sportifs, passionnés de foot, bienvenue à ce dernier numéro de Mufasa Sports Club. Comme vous le savez déjà, abonnez-vous à la chaîne, partagez les vidéos, likez les, laissez-nous vos commentaires. Nous apprécions énormément le soutien que vous donnez à la chaîne en ce moment et continuons de donner de la force, continuons de pousser et construisons la meilleure communauté ensemble ici. Nous allons aborder aujourd'hui la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, finale suffisamment controversée entre les Lions de l'Atlas du Maroc et les Lions de la Teranga du Sénégal. Et nous allons aussi couvrir les différents matchs des championnats majeurs qui se sont écoulés, la dernière journée des championnats majeurs qui se sont écoulés, de même que la dernière journée de Ligue des Champions. Alors, sans plus tarder, donc, nous allons démarrer avec la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée au Sénégal. Au Maroc. Victoire des Sénégalais, 1-0 après prolongation. Magnifique but de Pape Gueye sur une frappe limpide du pied gauche qui finit pratiquement dans la lucarne de Yacine Bono. Un match qui a malheureusement été entaché par une grosse polémique qui découle sur deux actions suffisamment litigieuses. Une en particulier qui est l'action d'Achraf Hakimi en duel avec un défenseur sénégalais sur un corner ou un coup franc, je ne sais plus trop. Et Hakimi qui, après avoir regardé l'action plusieurs fois, Hakimi qui étend sa main au départ pour essayer d'avoir un avantage sur l'attaquant sénégalais qui réagit lui par la suite, et donc Hakimi qui ensuite fait un très bon travail à vendre le flop et à tomber, et donc l'attaquant sénégalais qui arrive à prendre le dessus, à envoyer une tête qui ensuite mène à un cafouillage qui par la suite mène au but sénégalais, qui est donc refusé par l'arbitre central, qui ne prend même pas la peine d'aller voir la VAR. Il n'est pas convoqué par la VAR non plus, et je pense que avec ces nouvelles règles FIFA, je pense qu'il n'avait, je ne sais même pas s'il était en mesure d'aller voir la VAR sans être convoqué. Mais bref, but refusé au Sénégalais, qui se plaignait déjà largement avant le match des conditions d'organisation et les conditions dans lesquelles ils ont été mis pour la finale, avec le manque de sécurité, la difficulté d'accès au terrain. La fédération sénégalaise a sorti un communiqué à quelques jours du match, et les Sénégalais qui se sont aussi plaints durant le match de certaines décisions arbitrales. Et donc 2 minutes après, un autre duel maintenant dans le camp sénégalais, et Brahim Diaz qui se fait faucher dans la surface de réparation, lui aussi qui vend d'une manière ou d'une autre la faute à l'arbitre avec le défenseur sénégalais qui met sa main autour du cou de Brahim qui tombe donc, et qui fait suffisamment de bruit, et qui au finish l'arbitre qui va cette fois-ci à la VAR regarder l'action et qui offre le penalty à l'équipe du Maroc, qui donc en ce moment toujours score nul et vierge de 0 but partout, et les Sénégalais qui malheureusement s'enflamment et donc décident à un moment donné de quitter le terrain, de ne pas poursuivre la rencontre. Après de longs pourparlers, de longues négociations, longues discussions entre le staff sénégalais et je pense que le coach sénégalais, en l'occurrence Pape Thiaw, je crois est son nom, quand même, qui était assez animé sur le banc de touche, des Sénégalais, qui demandait à ses hommes de retourner dans les vestiaires, et qui sont même entrés dans les vestiaires, à part Sadio Mané, qui avait des échanges avec Claude Leroy, l'ancien sélectionneur, l'un des meilleurs sélectionneurs africains de toute l'histoire. De même que El Hadji Diouf dans les tribunes. Beaucoup d'altercations entre Walid Regragui, Pape Thiaw et tout ça, et donc un gros bourbier pendant une quinzaine à vingtaine de minutes avant que les Sénégalais ne décident de revenir continuer le match. Et donc finalement penalty maintenu pour Brahim Diaz, et coup du sort
franchement, jusqu'à présent, je aucune idée si Brahim a juste essayé de faire ça pour tuer le discours et continuer le match. Mais Brahim qui se lance et qui fait une panenka avec son pied faible, le pied droit, et qui manque le penalty, et qui par la suite prive le Maroc d'un sacre africain après plus de 50 ans à domicile. J'arrive toujours pas à comprendre l'option de Brahim de tirer le penalty de tirer une panenka avec son pied droit, alors qu'on le sait majoritairement gaucher, même si j'ai vu qu'apparemment il est ambidextre et qu'il aurait déjà tiré les penalty même dans cette CAN face au Mali avant avec le pied droit. Vraiment choix assez bizarre, mais voilà, c'est ça aussi la vie du football. Et donc le Sénégal qui s'impose. J'ai vraiment pas aimé la réaction des Sénégalais sur le terrain. L'idée de sortir de la pelouse et d'arrêter le jeu en raison d'une décision arbitrale. Je pense que les décisions arbitrales, on en a pratiquement tous les week-ends. Et s'il faille que chaque équipe maintenant commence à protester de cette manière et à quitter le terrain, le football ne sera plus ce qu'il est. Je suis entièrement d'accord avec l'idée d'améliorer le corps arbitral dans toutes les compétitions de la FIFA, pour être honnête, et de mettre pression sur les dirigeants de ce sport-là en ce moment, mais je pense pas que cette manière soit la bonne. Et donc, j'étais pas du tout d'avis avec les Sénégalais qui, heureusement, finalement, sont revenus sur le terrain pour achever la rencontre. Et donc, voilà, après, sur les deux actions, je pense qu'il y a pénalty sur l'action de Brahim. Donc, pénalty entièrement mérité à mon avis. Maintenant, sur l'action d'Hakimi, 2 minutes en arrière, ça se discute. Je pense que l'arbitre aurait pu ne pas siffler penalty et je n'aurais eu aucun problème avec. Je n'ai pas non plus suffisamment de problème avec le fait qu'il tire penalty et qu'il ne siffle pas. Je n'ai pas non plus de problème avec le fait qu'il n'annule pas le but. Qu'il annule le but. De même que s'il n'avait pas annulé le but, je n'aurais pas eu de problème aussi. Mais le problème, il vient sur l'aspect psychologique du football. Et la raison pour laquelle souvent nous demandons des arbitres d'expérience, surtout pour ces grands matchs. Quand 2 minutes plus tôt, un but est annulé au Sénégalais dans la surface de réparation sur une action litigieuse comme ça, est-ce qu'il est judicieux ensuite de siffler un penalty de la sorte pour le Maroc? Obviously, ça donne ce à quoi on a eu assisté. Je pense qu'il est vraiment important pour Motsepe et Gianni Infantino de vraiment se pencher sur la question arbitrale. Et je pense que ça s'applique à tous les sports en ce moment, que ce soit au basket comme au football américain. Et donc, cette question de l'arbitrage qui continue de ruiner en grande partie le sport en ce moment, et malheureusement, il va falloir qu'on y remédie le plus tôt possible. Mais somme toute, félicitations aux Sénégalais, très belle compétition. Je pense que finale méritée, victoire en griffe aussi méritée, je dirais pour eux. Donc malheureusement sali par ces incidents, mais bon voilà, tout ça fait partie du sport et de ce pourquoi on aime ce sport. J'espère que Brahim Diaz pourra se remettre d'aplomb et être assez performant avec le Real Madrid pour la suite. J'aimerais toutefois très rapidement aussi me prononcer sur le comportement des Marocains, en particulier des stadiers et les membres du staff du Maroc qui j'avais déjà remarqué cette histoire par rapport au Nigeria et qui emmerdaient les gardiens adverses avec des histoires de serviettes, aller retirer les serviettes des gardiens de but. Idée complètement saugrenue, idée complètement débile. Et malheureusement, il y a eu un incident avec le gardien réserviste remplaçant du Sénégal qui a été brutalisé et qui heureusement n'a pas escalé de ce niveau aussi pour donner des scènes encore plus tristes que celles qu'on a déjà vues. Mais à aucun moment, le staff marocain ou les stadiers marocains n'ont le droit
de toucher le gardien remplaçant sénégalais. À aucun moment, ils n'ont même le droit de toucher la serviette des Sénégalais s'ils trouvent que c'est un problème. Je pense que la conduite à tenir serait d'avertir le corps arbitral ou le commissaire au match si c'est pas permis, et de les laisser gérer la situation. À aucun moment, ils n'ont le droit d'interférer et de perturber le gardien ou de mettre la main sur un joueur sénégalais dans ce match. Donc ça, ce sont des habitudes qu'il faut complètement dénoncer, et on espère que cela ne se reproduira plus sur notre continent et sur nos compétitions, encore moins dans le monde. Et on attend de voir si les Sénégalais seront par la suite suspendus ou punis par rapport à leur comportement au cours de cette finale. On a appris que le Maroc demandera des comptes à la CAF et à la FIFA, je crois, et je pense qu'il y aura une investigation, et on verra bien les résultats de cette investigation. Alors, nous allons maintenant aborder les championnats européens avec la Ligue 1 en premier. Et donc, nous avons Lorient qui s'impose 3-1 face à l'AS Monaco. Le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 3-0 face au LOSC Lille dans l'affiche de cette journée de Ligue 1. Doublé d'Ousmane Dembélé, un but de Bradley Barcola et un des buts d'Ousmane. Franchement, un manque total de respect à la défense lilloise. Franchement, magnifique but d'Ousmane Dembélé qui continue de faire parler son talent du côté du Parc des Princes. Lens qui s'est imposé 1-0 face à Auxerre aussi. Toulouse 5-1 face à Nice. L'Olympique de Marseille 5-2 face à Angers s'impose. Strasbourg qui s'impose 2-1 face à Metz. Le Paris FC qui s'impose face à Nantes. Match nul 1 but partout entre Rennes et Le Havre. Et Lyon, l'Olympique Lyonnais qui s'impose 2-1 face à Brest. Deuxième victoire pour Hendrick qui a fait un début de carrière avec Lyon assez impressionnant, et j'espère qu'il continuera à gagner en temps de jeu, en confiance. Ce ne serait que du bonheur pour le Real Madrid. Et donc Lens toujours premier de ce championnat de France avec 43 points, suivi du PSG deuxième avec 42 points, Marseille troisième 35, Lyon quatrième 33 et Lille cinquième avec 32 points. L'AS Monaco 9e de ce championnat. Comme vous l'avez remarqué dans mes vidéos précédentes, je l'avais dit, c'était l'une des surprises pour moi. Je pense l'un des outsiders. Ils sont dans une mauvaise passe en ce moment, et on espère que ils pourront se relever très bientôt et pourront aussi participer à un meilleur championnat français. En Angleterre, par contre, nous avons eu une journée assez mouvementée aussi, avec entre Manchester City et Manchester United. Victoire surprise de United 2-0. Très beau début de saison aussi pour Michael Carrick qui vient de rejoindre cette équipe de United en tant que coach intérimaire après le départ de Ruben Amorim, qui finalement, comme on en a discuté, s'est fait remercier. Et donc très beau football pratiqué par les Mancuniens United, avec le retour en confiance maintenant avec Carrick de Kobe Mainoo, qui a été vraiment resplendissant au milieu de terrain pour United. Manchester City vraiment dans le dur en ce moment, et on attend de voir avec les recrutements qui ont été encore faits avec Semenyo qui a rejoint les Citizens. On attend de voir comment les hommes de Pep Guardiola réagiront à cette période difficile qu'ils traversent en ce moment. Sunderland s'est imposé 2-1 face au Crystal Palace. Leeds s'est imposé 1-0 face à Fulham. Liverpool a fait match nul face à Burnley. Les Blues de Chelsea se sont imposés 2-0 face à Brentford. West Ham qui bat Tottenham 1-2. Arsenal n'a pas su entièrement profiter du faux pas mancunien des Citizens. Ils gagnent quand même un point après un nul, après être allé chercher un nul à Nottingham Forest. Newcastle 0 but partout aussi face à Wolverhampton. Everton qui s'est imposé 1-0 face à Aston Villa. Bournemouth qui s'impose qui fait un match nul 1 but partout face à Brighton. Et donc les Gunners toujours en tête de ce championnat avec 50 points à 7 points
d'avance sur les Citizens. Et comme je l'ai dit depuis ce début de saison, je pense que ce championnat, il est à Arsenal à perdre. Je pense que tant qu'ils continueront à gagner les matchs qu'ils doivent gagner à domicile et à gratter des points à l'extérieur, ils seront champions d'Angleterre. Et même dans des situations comme cette journée où ils auraient pu prendre un plus grand avantage avec la défaite de City, le fait qu'ils étaient à l'extérieur et pas à domicile à Nottingham Forest et qu'ils reviennent avec au moins un point, ça c'est la force des champions. C'est comme ça que des équipes s'imposent et créent l'écart avec leurs dauphins et leurs compétiteurs pour gagner des titres. Donc Arsenal, vraiment chapeau à Mikel Arteta et ils sont sur la bonne dynamique. City deuxième dans le dur en ce moment comme je vous le disais. Aston Villa troisième à égalité de points avec City, 43 points. Liverpool quatrième avec 36 points. Ce serait intéressant. Ancelotti, franchement, est encore beaucoup plus sur la sellette maintenant avec Xabi Alonso qui est disponible. Excusez-moi. Après son départ du Real Madrid. Et donc, s'il continue d'enchaîner des résultats assez compliqués, je pense qu'il risque de ne pas terminer la saison avec les Reds de Liverpool. United qui revient et qui finit ce peloton de tête 5e avec 35 points. Chelsea 6e, 34 points. Erling Haaland déjà 20 buts en Angleterre. Nous allons maintenant partir vers l'Espagne où la Liga nous a aussi donné de bons déroulements au cours de ce week-end avec déjà l'Espagnol Barcelone qui perd 2-0 face à Gérone en début de week-end. Le Real Madrid qui s'impose 2-0 face à Levante avec un but de Kylian Mbappé qui est revenu de blessure. Premier match à domicile pour le Real après la débâcle contre Albacete. Premier match à domicile au Bernabéu pour Alvaro Arbeloa et donc les Madrilènes qui se sont fait largement siffler. Mais je pense que ces sifflets étaient mérités pour montrer le le mécontentement des supporters madrilènes par rapport à la production de leur équipe en ce moment et le désaccord avec le renvoi de Xabi Alonso aussi. Nous avons eu des Florentino démissions et tout ça, assez intéressant. Mais bon voilà, on espère que Madrid pourra d'une manière ou d'une autre, c'est dans les mains des joueurs maintenant, comme je l'ai dit au passé. On espère qu'ils pourront se remettre à plan et qu'ils nous donneront quand même une deuxième partie de championnat assez intéressant pour le titre en Liga. Le Real Mallorca qui s'impose 3-2 face à l'Athletic Bilbao. Sasuna 3-2 aussi face à la Real Oviedo. Betis Séville qui s'impose 2-0 face à Villarreal. Retafe qui perd face à Valence 1-0. L'Atlético Madrid qui s'impose face à Alaves. Le Celta Vigo qui s'impose 3-0 face au Rayo. Barcelone qui fait la mauvaise opération de la journée en perdant face à la Real Sociedad 2-1. Et Elche qui fait un match nul face au FC Séville. Et donc Barcelone qui n'est plus qu'à un point d'avance sur le Real Madrid. Donc très belle opération pour les Madrilènes qui, comme je le disais, malgré cette crise qu'ils couvrent à Madrid en ce moment, ne sont qu'à un point du FC Barcelone en Liga et donc dans le peloton de tête aussi au niveau de la Ligue des Champions que nous allons aborder bientôt. Et donc tout est encore jouable cette saison en matière de championnat et de Ligue des Champions pour le Real Madrid. Et nous verrons bien quel souffle Alvaro Arbeloa avec son approche beaucoup plus tendre et beaucoup plus affective envers les joueurs donnera peut-être pour ces enfants gâtés de Madrid. En Allemagne, nous avons la Bundesliga et donc le Bayern Munich toujours en tête avec 11 points d'avance sur le Borussia Dortmund. Ils se sont imposés une fois de plus 5-1 face à Leipzig, 5 buts en deuxième mi-temps. Terrible pour les Munichois. Très belle performance une fois de plus. Mayence 2-1, défaite face à Cologne. Le Borussia Dortmund qui s'est imposé 3-2 face à Saint-Pauli. Et donc les Munichois toujours en tête du championnat allemand. En Italie, nous avons l'Inter Milan en tête de ce championnat avec 3 points d'avance sur l'AC Milan.
L'Inter qui s'est imposé 1-0 face à Udinese et Milan qui s'impose 3-1 face à Como avec un doublé d'Adrien Rabiot. Adrien Rabiot taille patron pour les Milanais. Et donc, en dernier lieu, nous allons aborder rapidement les matchs de la Ligue des Champions, cette journée de Ligue des Champions qui se déroule au cours de cette semaine avec un Real Madrid qui s'est imposé 6-1 face à l'AS Monaco. Très belle performance des Madrilènes et un grand Vinicius Junior de retour au Bernabéu aussi. Quand même les Madrilènes qui ont su rebondir et qui apparemment sont plus réceptifs au discours d'Alvaro Arbeloa en ces premiers matchs avec la Maison Blanche. On attend de voir combien de temps tout cela va bien durer. Les Munichois qui se sont imposés grâce à un doublé d'Harry Kane, 2-0 face à Saint-Gilloise. Liverpool qui s'impose au Vélodrome 3-0 face à Marseille. Barcelone qui s'impose 4-2 face au Slavia Prague aussi. La Juventus de Turin qui s'impose 2-0 face au Benfica Lisbonne. Les Citizens qui ont perdu 3-1 hier, voilà, face à Bodo Glimt. Match assez surprise, plus grosse surprise de cette journée de Ligue des Champions, je dirais. Et donc, nous avons le peloton de tête en Ligue des Champions qui est composé bien évidemment d'Arsenal, du Bayern Munich et du Real Madrid. Premier, deuxième et troisième respectivement. Liverpool 4e, Tottenham 5e. Le PSG 6e, Newcastle 7e et Chelsea 8. Ils forment le top 8 actuellement dans ce nouveau format de la Ligue des Champions. Et donc, voilà en quelque sorte tout ce que j'ai pour vous pour cet épisode du Mufasa Sports Club. Une fois de plus, continuez à vous abonner, partagez les vidéos, likez-les, laissez-nous des commentaires. Grandissons cette communauté ensemble et prenez soin de vous car chaque jour est une vie et je vous prends au prochain épisode. Ciao les gars.